Bien le bonjour. D'abord, mes salutations au groupe d'étudiants d'ATM, puisque bon nombre d'entre vous allez devenir journalistes. Sentez-vous libre de poser des questions. Ça va être différent, rafraîchissant et, j'espère, un peu formatif. Bien le bonjour tout le monde. Écoutez, très brièvement, il y a beaucoup de matériel. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. La rumeur veut que ce ne soit pas ma spécialité. Dans le contexte où le premier ministre avait déjà fait un nombre étonnant de concessions sans rien en retour aux Américains, on parle bien sûr de culture, d'anciens projets de contre-tarifs ou d'acceptation de mauvais principes sur la gestion de l'offre, il est arrivé dans une bien faible position pour négocier. Ça n'a pas marché. Au retour, le gouvernement et le premier ministre se sont engagés à prendre des mesures de différentes natures dont ils ont annoncé, je dirais, une première salve ce matin, qui ne saurait suffire de notre point de vue, mais dont certains éléments vont dans la bonne direction. D'abord, pour un premier volet qui est les contre-tarifs. Vous comprendrez qu'il y a 700 produits d'identifiés et qu'on n'a pas encore traversé le détail de la liste des 700 produits pour évaluer un élément central. Est-ce que ce sont des produits pour lesquels il existe une alternative sur le marché domestique? Autrement dit, est-ce qu'on va ajouter des tarifs par-dessus des produits qui sont déjà l'objet de tarifs par les Américains avec un effet inflationniste qui, d'ailleurs, dans certains cas, pourrait être dramatique pour la PME québécoise? La demande de Québec, c'était pas nécessairement dollar pour dollar ou même que dollar pour dollar n'était pas une bonne idée. Je mettais comme condition au dollar pour dollar que ce soit des produits pour lesquels les gens peuvent aller acheter quelque chose qui est fait au Québec ou qui est fait au Canada, ou à la limite qui est fait n'importe où ailleurs, mais pas aux États-Unis, dans un mouvement d'ailleurs qu'on sent émerger avec force. Donc, ça ne correspond pas à la demande du Québec, pas exactement à la nôtre, mais au moins la réponse tarifaire est une démarche qui devait être entreprise. Méfions-nous des effets et laissons-nous le temps d'analyser la liste précise de ce qui est l'objet des contre-tarifs. Un deuxième volet des programmes. Encore une fois, je ne veux pas élaborer la liste, elle est assez complexe. Le gouvernement fait appel à des programmes déjà existants. Il dit aux gens, passez par des canaux que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas déjà, que vous devrez apprendre à connaître. Il y a un élément que je juge grave. D'abord, si on charge des contre-tarifs sur des produits américains, l'argent qu'on va recueillir ne sera pas remboursable. Le premier ministre Carney ne va pas recueillir des tarifs et aller redonner l'argent le jour où il y aura une entente. Alors pourquoi est-ce que l'aide aux entreprises en tout ou en partie devrait être des prêts? Pourquoi j'irais chercher un revenu, que je prête le revenu, les gens me le remboursent, puis j'ai gardé l'argent? C'est pas ça le principe. Nous, on demandait, et j'insiste, pour que ce soit des programmes non remboursables, parce que les entreprises, en particulier les PME, de l'ensemble des parcs industriels, de partout au Québec et vraisemblablement au Canada, sont déjà endettées à la gorge. Donc, c'est un enjeu. Par contre, un élément que le Bloc québécois demandait et a obtenu, c'est la baisse du seuil à partir duquel les entreprises ont accès au programme. Je prends pour exemple, la semaine dernière, on a fait nous-mêmes ici, le même monde à peu près, une demande pour que le programme accessible aux entrepreneurs forestiers soit plus accessible qu'un cap de 2 millions. Autrement dit, si tu avais en bas de 2 millions de chiffre d'affaires, tu n'avais pas accès au programme d'aide. On comprend, tout est sous réserve de vérification, que ce cap-là est passé à 1 million. On comprend donc que des entreprises du secteur forestier qui ont 1 million de chiffre d'affaires, conformément à la demande du Bloc québécois, auraient accès à un programme auquel ils n'avaient pas accès jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans la foulée d'une demande que nous avons faite la semaine dernière. Le troisième volet, c'est sur le support aux travailleurs et indirectement au pouvoir d'achat. Le gouvernement a rendu plus accessible et pérennisé ou prolongé dans le temps des assouplissements au programme d'assurance-emploi qui le rendent plus accessible. Autrement dit, les gens vont pouvoir avoir accès à l'assurance-emploi de façon un peu plus facile que ce que ce serait autrement. Sous réserve de validation, c'est une bonne orientation. Sauf que il y a un point qui m'apparaît plus important que les autres, c'est que lorsque le gouvernement dit aux entreprises,
Si vous payez 2 jours de salaire, nous paierons par l'assurance-emploi les 3 jours de salaire d'un employé. C'est une version assurance-emploi de la subvention salariale telle qu'elle existait au moment de la pandémie. C'est dire à un employeur, tu n'as plus le niveau d'activité pour garder tous tes travailleurs en place. Nous allons payer pour la différence des jours qu'ils ne travailleront pas jusqu'à hauteur de 3 jours par semaine. C'est, on ne peut plus clairement, quelque chose que le Bloc demande avec insistance depuis le début de l'année 2025. On va voir comment ça va se décliner, c'est toujours pareil, mais le principe est de maintenir le lien d'emploi et de garder l'expertise à l'intérieur des entreprises, comme le Bloc le demandait depuis maintenant au-delà d'un an. Une lacune, par contre, dans les annonces qu'il a fait, le gouvernement ne soutient pas le pouvoir d'achat des retraités. On a encore des retraités qui ont entre 65 et 75 ans et qui reçoivent 10 de moins que ceux qui ont 75 ans ou plus. Je rappelle que les retraités ne font pas de l'épargne avec cet argent-là. Ils le dépensent. Et donc, ils font rouler l'économie, le marché domestique, maintenant un certain niveau d'activité économique. Il n'y avait rien, évidemment, mais je reviendrai sur la culture et sur la gestion de l'offre. Si je fais le tour rapidement des demandes que j'ai annoncées hier, bien, sur les contre-tarifs, c'est plus ou moins, oui, des contre-tarifs. On n'est pas certain du ciblage. Réserver les sommes aux entreprises au secteur touché, c'est pas clair. Il faudra l'établir en traversant la liste des 700 produits. Mettre en place des programmes comme la subvention salariale, l'accès aux liquidités. Oui, il y a des programmes de mis en place, mais malheureusement, même si la subvention salariale est indirectement dedans, il y a un enjeu de remboursabilité des sommes. Le pouvoir d'achat, on l'a mentionné. Rien au niveau de la culture. Et là, je vais aller sur une conversation que j'ai eue ce matin avec le premier ministre Carney. Une assez longue conversation, intéressante conversation. Vous comprendrez bien que sur l'enjeu des arts, de la culture, de l'information, il y avait un canyon de différence entre les libéraux de Mark Carney et nous, quoi qu'ils en aient dit. Nous reprochions au premier ministre d'avoir abandonné la taxe sur les services numériques de 3 et d'avoir bloqué la décision, pourtant indépendante, du CRTC qui demandait aux géants d'Internet, aux Netflix, aux Amazon, aux Disney de ce monde, de prendre l'équivalent de 15 de leurs revenus au Canada, où ils ne payent pas d'impôts d'ailleurs, et de l'investir en production. Et le gouvernement, M. Carney, avait dit « Je viens de dicter que ça n'arrivera pas ». J'ai évidemment soulevé la question. Et parce que ce compromis-là, cette concession-là qui a été faite aux Américains n'a pas donné le résultat escompté, moi, j'ai demandé hier, vous allez restaurer ça, s'il vous plaît. Redonner à nos entreprises en art, en culture et en communication les outils de leur développement dont vous les avez privés dans l'espoir de faire plaisir à Donald Trump. Ça n'y a même pas fait plaisir. Alors, on peut restaurer ça. La conversation de ce matin, ça je peux vous le dire, c'est dans la nature de l'échange. Dès la rentrée en septembre, nous avons convenu de créer un espace de discussion entre le gouvernement libéral et le Bloc québécois pour discuter d'une manière de financer, de refinancer ou de rétablir le financement des arts, de la culture, des communications, de l'information. L'écart reste là. Le gouvernement est davantage dans un financement qui vient des contribuables. Nous sommes pour le rétablissement d'un financement qui vient de grandes entreprises qui sont plus riches que des pays et qui ne paient pas d'impôts et qui ne contribuent pas à la culture et aux arts au Canada et au Québec. Mais au moins, une conversation va s'ouvrir de façon formelle entre le gouvernement et le Bloc québécois qui portera, avec Martin, la vision qu'ont les milieux culturels du Québec. Ça me semble au moins une ouverture. On jugera l'arbre à ses fruits, bien sûr. Vous comprendrez que j'ai envie de glisser un mot sur la gestion de l'offre. Le gouvernement avait publiquement admis un principe évoqué par les Américains à l'effet que dans les contingents, il fallait que les Américains aient accès directement aux tablettes de nos épiceries avec des yogourts ou des fromages et autres produits. Nous, on était farouchement opposés à ça. C'est une brèche dans la gestion de l'offre. N'importe qui, local ou ailleurs, n'importe qui, ancien président des producteurs de lait ou pas, qui dit que ce n'était pas une brèche dans la gestion de l'offre, ne dit pas la vérité. C'en était une. Elle n'est pas arrivée puisque le gouvernement américain et le gouvernement canadien ne se valent plus.
j'ai soulevé la question avec le premier ministre. On en est arrivé à ceci. Le premier ministre ne souhaite pas que cette question-là revienne. Donc, il souhaite être un défenseur de l'intégralité de la gestion de l'offre. Je n'ai pas eu un engagement. Je te jure, Yves-François, ça n'arrivera jamais, là. Mais le principe de non, ne pas revenir avec cet enjeu-là et de préserver l'intégralité et de ne pas ramener la gestion de l'offre semble être une volonté sincère du premier ministre. Comprenez qu'on va être aux aguets, là. On nous a dit quelque chose qui n'était pas vrai. On l'a répété singulièrement dans Chicoutimi-Le-Fjord. Là. Il y avait une brèche en gestion de l'offre. Il y avait une concession. Ça ne doit pas arriver. Et j'ai un espoir raisonnable que la position ne soit pas si mauvaise à ce stade-ci. Évidemment, sur la partie ne pas soutenir les pétrolières, dont je rappelle que la majorité des actionnaires sont des Américains, que les Américains achètent la quasi-totalité du pétrole de l'Ouest canadien, et que le pétrole de l'Ouest canadien n'est pas l'objet de tarifs par les États-Unis. Il n'y a aucune raison, alors qu'elles font des profits sans précédent, qu'on mette une cent dans le pétrole de l'Ouest. Autant d'argent on peut garder pour protéger, soutenir les entreprises, les PME, et même parfois les plus grandes entreprises, que ce soit du Québec ou de n'importe où au Canada. Deux petits points, finalement. Je veux relever, parce que ce n'est pas banal, parce qu'on est ici pour ça, parce que c'est ça la job du Bloc québécois. Sur la subvention salariale ou son équivalent, c'est une demande et un gain du Bloc québécois. Sur le fait que les PME qui ont des chiffres d'affaires d'1 million et moins au lieu de 2 millions et moins vont avoir accès à des programmes, c'est une demande qu'on a fait ici et un gain du Bloc québécois. Le fait qu'il y a un engagement, moins béton que je l'aurais souhaité, sur la gestion de l'offre, qui est demandé et discuté avec le Bloc québécois, c'est aussi une mesure positive. Et enfin, le fait qu'il y aura une conversation très, très formelle sur le principe que les arts et la culture doivent être soutenus financièrement. On va se parler de la manière dès la fin septembre. Bien, c'est aussi des éléments importants. Il y a, enfin, un élément. Je ne peux pas ne pas le mentionner. Franchement, ça m'a un peu ébranlé. Le New York Times, qui n'est pas exactement une feuille de chou, qui relate que, d'une part, le gouvernement américain ne se faisait pas insistant en matière de langue et d'étiquetage des directives sur les produits, exemple les électroménagers américains vendus au Québec, mais que le gouvernement Carney était prêt à faire des concessions sur la langue, quoi qu'on ait dit après. Ça, pour moi, c'est une grave préoccupation. On peut avoir des désaccords, mais on a l'obligation de dire la vérité. Et ce n'est pas normal qu'on apprenne ce genre de choses-là par le biais d'un journal américain. Donc, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question-là. Vous devinerez fort bien que nous, ce qu'on dit, c'est quand il s'agit de défendre la langue française, vous pouvez appeler au Bloc québécois, on sera là. Mais si d'autres font une prétention telle et qu'il s'avère que ce n'est pas vrai, c'est extrêmement problématique. Et le premier ministre devra, lors d'un de ses points de presse qu'il fera lui-même, répondre à cette question-là, parce qu'il n'y a aucun scénario où le Québec peut accepter. Puis je suis convaincu que dans le cadre de la campagne électorale du Québec qui commencera incessamment, ce sera mentionné. Il y a des gens à qui on va confier le mandat de protéger la langue et la culture du Québec. Il y en a qui sont plus qualifiés que d'autres pour le faire. Les gens feront leur choix. Mais comprenons-nous bien que nous, au Bloc québécois, on ne fera pas de compromis sur la langue et qu'on va demander la vérité sur cet enjeu-là. Voilà, désolé, c'était long. Il y avait du stock, mais ça valait la peine. Merci. Nous allons maintenant passer à la période des questions avec une question principale, une question de suivi par journaliste. Simplement nommer votre nom, de même que le nom de votre média. Je ne sais pas si c'est à vous de voir. Donc, il semble y avoir une différence d'interprétation sur la question de la gestion de l'offre et de ce que le Bloc québécois considère comme l'intégralité de la gestion de l'offre et ce que le gouvernement Carney, lui, considérait comme l'intégralité de la gestion de l'offre, n'est-ce pas? Ouais. Interprétation ou présentation politique de la chose. Là. J'ai moi-même fait mettre le mot intégral dans la loi qui protège la gestion de l'offre. Intégral, là, ça veut dire trois choses. Toutes, puis toutes. Il n'y avait pas de compromis possible là-dessus. Maintenant, que des gens s'amusent à répéter que ce n'était pas un bris ou une rupture du principe de la gestion de l'offre, je comprends dans une élection partielle à Chicoutimi, quelqu'un dit ça, mais ce n'est pas vrai pour autant. Vous dites que, bon, c'est plusieurs... Si on revient sur les contre-tarifs, donc vous dites
chose pour lequel vous êtes satisfait? Parce qu'on a quand même entendu c'est trop peu. Alors. Moi, je n'ai pas dit c'est trop peu, dans le sens où on va tout bien pas dépasser le dollar pour dollar, à un moment donné. Là. Bon. Donc, c'est pas trop peu. Le principal enjeu, c'est que les contre-tarifs génèrent des revenus qui seront utilisés exclusivement pour soutenir les entreprises qui subissent les tarifs américains. Pas sous la forme de prêts, et en essayant de cibler pour les contre-tarifs des secteurs pour lesquels le fait d'acheter un produit québécois au lieu d'américain va faire qu'il n'y a pas d'impact inflationniste significatif. Le critère, il est là. Ce n'est pas tant sur le volume. En fait, le volume, c'est où va-t-on chercher l'argent pour les mesures dont on a besoin, sachant qu'en termes de contre-tarifs, le potentiel est établi à 27 milliards de dollars canadiens, mais qu'on peut aussi reporter des dépenses militaires, on peut aussi reporter l'achat des F-35, on peut reporter des dépenses qui ne devraient même pas exister dans le pétrole, on pourrait reporter des dépenses sur Alto, hein, et on se retrouverait avec des liquidités, avec un minimum d'impact, et qui permettrait, et c'est très important, là, de ne pas augmenter la dette publique. Donc, sur l'énergie et le pétrole, par exemple, vous auriez aimé qu'il y ait des contre-tarifs ou pas? En fait, le pétrole, je ne pense pas qu'il s'agit, dans le cas du pétrole, de mettre des contre-tarifs. Dans le cas du pétrole, il s'agit d'arrêter de subventionner le secteur pétrolier à coût de 7, 8, 10, 11 milliards de dollars par année, dont au-delà de 20 vient du Québec, alors qu'avec le détroit d'Ormuz et la guerre, ils font des profits sans précédent, que ce pétrole-là va de toute façon aux États-Unis, puis que les actionnaires des pétrolières sont majoritairement des Américains. Ça, c'est un peu une arnaque qu'on passe aux gens depuis longtemps. Ah, c'est important pour la souveraineté du Canada, le pétrole de l'Ouest canadien. Les Américains sont à deux mains là-dedans. Ça leur appartient. On ne protège rien de la souveraineté canadienne lorsqu'on finance le pétrole de l'Ouest. Bien, allons chercher cet argent-là. Mais quand on nous dit, ah, on pourrait peut-être évoquer l'exportation d'électricité, un instant. Je comprends que le transport interprovincial de l'électricité est une juridiction fédérale. Mais c'est Hydro-Québec qui vend de l'électricité en Nouvelle-Angleterre. Puis la Nouvelle-Angleterre n'est pas républicaine. Fait que je serais très surpris que le Québec ne fasse que considérer cette drôle d'idée de restreindre ses exportations d'électricité. Dernière question, c'est peut-être à Mme Dubé de répondre. Est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous nuit, la guerre dans votre campagne électorale, cette question des contre-tarifs avec les Américains? Je vais faire un petit bout, mais j'aimerais ça que, oui, en effet, Caro, ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Hein? Il n'y a pas de scénario où la guerre commerciale avec les États-Unis, qui est notre principal partenaire commercial, est une bonne nouvelle. C'est juste une mauvaise nouvelle. Donc, les gens vont évaluer la qualité de ce qu'on dit, mais Caro, le monde t'entendre. Bien, je vais continuer ce que mon chef il dit. En fait, depuis le début, là, on parle de la crise tarifaire ou du début de la campagne. On mentionnait que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était la plus touchée par les tarifs. Donc, on faisait des propositions déjà concrètes. On voit qu'il y a eu certaines bonnes nouvelles, des discussions. On voit que le Bloc a été utile dans la prise de décision. On a sorti la semaine passée avec les travailleurs forestiers qu'on demandait d'avoir une baisse puis d'avoir une plus grande éligibilité. Donc, nous, on continue avec des propositions concrètes. C'est ce qu'on fait. Puis, depuis le début, là, on parle de la crise tarifaire puis que la région est touchée. Là. C'est vrai, ça, je me fais corriger. Un matin, il y avait, dans un média concurrent de vous, des chiffres sur le fait que c'est particulièrement dans le secteur des métaux que le Québec est profondément touché. Nous autres, on parle toujours de transformation sur le territoire, parce que lorsque tu es touché par le secteur des métaux, c'est parce que tu exportes des métaux primaires, et ils sont transformés, puis la valeur ajoutée est à l'étranger. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'aluminium, c'est la forêt, c'est la gestion de l'offre. Puis c'est beaucoup, dans une ville comme Saguenay, les arts et la culture. Le Québec est clairement la juridiction, la province canadienne, si tant est que c'en soit une vraiment, la plus touchée par les tarifs. Et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est certainement la plus touchée au Québec par l'ensemble des tarifs. On va continuer à faire notre proposition politique jusqu'à lundi prochain en ayant le maximum d'écoute. D'ailleurs, malheureusement, vous allez être pogné avec moi. Je ne pars pas d'ici avant mardi.
Bonjour, M. Blanchet, Pierre-Olivier Poulin, Journal Le Quotidien. Voir un peu comment M. Carney fait un peu un 180 justement sur la question de la culture un peu, qui s'est ouvert à justement parler avec vous un peu. Comment vous voyez un peu comment que la culture est utilisée justement dans cette guerre commerciale-là? Elle a d'abord été utilisée par M. Carney comme monnaie d'échange sans rien demander en retour. Il a tout abandonné. Des géants d'Internet, des entreprises richissimes, plus riches que la plupart des pays du monde, ne paient pas leurs impôts au Canada, avaient une taxe de 3 que M. Carney a abandonnée et avaient des obligations de contribution au contenu québécois et canadien à hauteur de 15 de l'équivalent de 15 de leurs revenus, sans aucun effet sur la facture d'ailleurs. Et M. Carney a abandonné tout ça. Ça lui a absolument rien donné. Donc, je dis, ramenez-les. Lui, il est plus dans un mode de vie, on va essayer de compenser autrement, mais moi, je ne veux pas que le autrement vienne de la poche des contribuables, puisque ces entreprises-là devraient contribuer à l'essor, au maintien, l'enrichissement d'un secteur culturel et médiatique fort pour le Québec. Mais le simple fait que formellement, on entreprenne des discussions sur ce sujet-là à la fin du mois de septembre, compte tenu de l'habitude du Bloc québécois, quand on mord dans un mollet, on ne le lâche pas, on devrait aller chercher quelque chose. Êtes-vous surpris aussi justement à quel point ça peut se faire vite? Parce que je vais reprendre vos mots. Quand on a un canyon de différence, c'est rare habituellement que d'un claquement de doigts, on retourne déjà à la table des négociations aussi rapidement. J'espère, je crois et j'espère, que le premier ministre admet quelque chose qui n'était pas dans les cartons auparavant. Et tout ça se serait produit dans les derniers jours. Il semble avoir saisi que pour arriver à Washington avec une position forte, il a besoin d'un consensus entre les provinces canadiennes. Dire, regardez, je parle pour tout ce monde-là. Pas facile à construire. Il va falloir qu'ils y mettent le temps parce que, oui, les intérêts de l'Alberta et les intérêts du Québec ne sont pas les mêmes, là. Et il a besoin d'un consensus avec les partis de la Chambre des communes. Personne n'a oublié qu'il n'a pas gagné majoritaire. Il s'est bidouillé une majorité, notamment en envoyant le député de Chicoutimi-Le-Fjord se reposer au Sénat. Les gens le savent, là. Un consensus à la Chambre des communes, ça veut dire que tu t'assois avec les chefs des autres partis et tu dis voici ce qu'on pourrait faire pour être capable d'arriver à Washington en disant on ne se divisera pas. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, les Américains se réservaient le droit d'appliquer des tarifs différenciés selon les régions du Canada. C'était vraiment de foutre le bordel dans un hypothétique consensus. Pour cette raison-là, je pense que les conversations pourraient avoir lieu de façon relativement saine et sereine. Et le gouvernement a déjà mis beaucoup plus d'argent que ce que la culture demande dans des affaires pas mal plus stupides que ce que la culture demande. Merci beaucoup. Bonjour, Catherine Boucher, journaliste pour TVA. Je vais me monter un petit peu le micro. J'aimerais vous entendre par rapport est-ce que vous pensez qu'Ottawa devrait utiliser en fait les tarifs comme levier de négociation ou aller jusqu'au bout, même si ça signifie là, que la guerre commerciale risque d'être prolongée si on y va de cette façon? Il y a différentes échéances. Je suis convaincu qu'il y a encore des conversations, peut-être pas à l'étage du haut, là, entre les États-Unis et le Canada. Je suis convaincu que la pression de l'économie américaine sur la Maison-Blanche va forcer les moins dogmatiques de ça. Donc, ça exclut momentanément M. Trump et M. Lutnick, qui sont dogmatiques beaucoup plus qu'économistes, à revoir certaines de leurs positions. Je crois que le président va être affaibli lors des élections de mi-mandat. Et je crois que dans un an, il va devenir ce que les Américains appellent un lame duck, donc un président en poste qui n'a plus vraiment de pouvoir. C'est toute la période dont nous disposons pour construire un rapport de force. Mais personne n'a envie d'avoir un conflit ou une guerre tarifaire. C'est un mal rendu nécessaire par un président qui a plus de fun à faire des publications sur son propre réseau social qu'à lire les documents qu'il y a sur son bureau. Ça va faire un certain temps, mais inévitablement, le bon sens va se refrayer un chemin, puis il y aura un retour à des négociations. Donc, j'espère que le plus vite possible, on négociera, qu'on sera rationnel, qu'on évitera des excès comme on l'a fait dans la dernière négociation d'un traité de libre-échange, qu'on ménagera la culture, qui d'ailleurs est l'objet d'une exemption en vertu d'un traité international qui s'appelle la Déclaration sur la diversité des expressions culturelles, qui exclut la culture des traités commerciaux, que, comme l'ancien ambassadeur Cohen me l'avait dit à moi, les Américains respectent
et respecteront les lois linguistiques du Québec. Et dans cet environnement-là, on devrait être bon pour faire quelque chose. Mon autre question, si vous étiez à la place de Mark Carney, quelle est la première mesure que vous auriez mis en place pour protéger les Québécois de la guerre tarifaire? En fait, il y aurait des nuances par rapport à l'imposition de tarifs, mais il y aurait des contre-tarifs. Évidemment, j'aurais fait ce qui est dans le programme du Bloc, là. J'aurais dit d'abord, un des principaux éléments pour soutenir l'économie locale, c'est la consommation locale. Donc, éliminer la disparité pour les retraités d'entre 65 et 75 ans versus ceux de plus que 75 ans. J'aurais mis en place aussi un programme de subvention salariale. Peut-être pas exactement comme ça me semble compliqué parce que, vous savez, le régime d'assurance-emploi n'est pas exactement la machine la mieux huilée au Canada, hein. En général, on entend des bruits bizarres quand on fait affaire avec ça. C'est la mécanique qui casse. Mais n'empêche, il y aurait eu ça. Mais évidemment, j'aurais dit, vous ne toucherez d'aucune espèce de façon aux arts, à la culture et au nécessaire dynamisme d'un réseau média utilisé pour que les régions se reconnaissent dans leur propre information. Et Dieu sait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi-Témiscamingue ou Gaspésie-Bas-Saint-Laurent souffrent à l'heure actuelle dans ce domaine-là. J'aurais répété qu'il n'y a aucune négociation possible sur la question linguistique et j'aurais dit, écoutez, chaque chèque qui vient du gouvernement canadien qui s'en allait aux États-Unis, il n'y en aura plus, jusqu'à avis contraire. Les F-35, on met ça sur la glace. Je suis content de l'annonce des bateaux hier parce que c'est totalement au Québec, puis c'est comme ça qu'il faut le faire. Je leur ai dit, tous les achats militaires que vous nous avez demandés, c'est sur la glace. Le financement des pétrolières, c'est coupé. Je rétablis, évidemment, les quotas sur le pourcentage de voitures électriques que les fabricants doivent offrir. Je rétablis les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers. C'est tout ce qui a fait, puis qui n'a pas marché, puis qui était bon avant, puis qui devrait encore être considéré comme bon, je le rétablirai et j'irai chercher un financement pour soutenir les entreprises, aider leur diversification, aider la transformation sur le marché domestique. Donc, il y a des bonnes affaires de fait, là, je ne veux pas cracher dans la soupe. Ça aurait été différent, mais bon, bien sûr, je préférerais qu'il y ait une négociation à 4 qu'au lieu d'une négociation à 3. C'est bon, le Mexique, c'est correct, le Canada, évidemment les États-Unis, le Québec pourrait être à table. Parce que s'il y a une chose que les derniers jours démontrent sans équivoque, c'est que le Québec, en étant le Québec, a joué un rôle fondamental dans l'abandon d'une mauvaise entente, ce qui prouve que le Québec a sa place. Merci. Merci. Voilà. Puis vous autres? En tout cas, vous me les poserez tantôt. Merci beaucoup. Au plaisir.